20 ans passés à garder le secret le plus dangereux des Appalaches étaient sur le point de s'effondrer sur nous comme une grange pourrie dans une tempête. Et l'horrible vérité que nous allions découvrir nous forcerait à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la créature que nous abritons depuis 1963. Ma sœur Dorothy et moi pensions le protéger, lui offrir un refuge sur notre propriété isolée dans la montagne. Nous n'avions aucune idée qu'en réalité, nous le cachions de quelque chose de bien plus terrible que des chasseurs de trophées ou des randonneurs curieux. Nous ignorions qu'il fuyait une menace qui finirait par tous nous retrouver. Je m'appelle Rosalie Warren et en octobre 1983, j'avais 44 ans. Je vivais dans le ranch de moutons familial, dans les Blue Ridge Mountains en Virginie, avec ma sœur aînée Dorothy, qui en avait 48. Notre propriété s'étendait sur 350 acres de forêt de feuillus et de pâturage d'altitude, bordés sur 3 côtés par la Jefferson National Forest et accessible uniquement par une unique route de gravier sinueuse qui grimpait sur 4 miles depuis la route de comté la plus proche, en bas dans la vallée. C'était un endroit reculé, privé, et absolument parfait pour le secret que nous gardions depuis que nous étions de jeunes femmes à peine sorties de l'adolescence. Ce mardi matin-là avait commencé comme n'importe quel autre jour d'automne dans les montagnes. J'étais dans le hangar à matériel, l'air chargé d'une odeur de graisse et d'acier froid, en train de travailler sur l'embrayage récalcitrant de notre pick-up Chevrolet de 1976 pendant que Dorothy inspectait les clôtures à bord de notre vieux 4x4 International Scout de 1971. La radio posée sur l'établi jouait « Every Breath You Take » de The Police, une chanson qui était passée si souvent cette année-là que je pouvais en réciter chaque parole sans y penser, sa mélodie obsédante servant d'étrange bande-son à nos vies isolées. Octobre avait amené la première vraie vague de froid sur les hauts plateaux, et le givre scintillait encore sur l'herbe dans les zones d'ombre que le soleil matinal n'avait pas encore atteintes, brillant comme des diamants éparpillés sur le pré à flanc de collines. J'avais les mains jusqu'au coude dans l'huile de transmission et la graisse luttant avec un boulon rouillé quand j'ai entendu le bruit caractéristique du scout de Dorothy qui remontait l'allée principale bien plus vite que d'habitude. Elle s'est arrêtée dans un dérapage qui a projeté une gerbe de gravier devant les portes du hangar, et j'ai tout de suite vu, à l'expression crispée sur son visage buriné, que quelque chose de grave s'était produit. « Rosalie, on a un très sérieux problème », a-t-elle dit en sortant du siège conducteur et en claquant la portière derrière elle avec une force qui a résonné dans l'air calme du matin. Il y a des géomètres qui travaillent le long de la limite nord, des types à l'allure officielle avec des véhicules du gouvernement et tout un tas de matériel étalé partout. Mon estomac tomba d'un coup, comme une pierre dans un puits. Quel genre d'agent du gouvernement ? Ai-je demandé, en essuyant mes mains graisseuses sur un chiffon, mon cœur commençant à battre un rythme lourd et lent contre mes côtes. Impossible à dire de là où j'étais. Mais il marque les arbres avec du ruban orange, prélève des échantillons de sol avec une sorte de foreuse. L'un d'eux portait ce qui ressemblait à un fusil de chasse, peut-être un fusil hypodermique. Dorothy a retiré ses gants de travail en cuir et les a fourrés dans la poche de sa veste Carhartt usée, son visage tanné, plissé par le genre d'inquiétude que je n'avais pas vu sur son visage depuis la mort de notre père. Ils travaillent à peut-être 2 miles du réseau de grottes, a-t-elle dit à voix basse, en jetant un regard autour d'elle, comme si quelqu'un pouvait nous écouter, bien que nous soyons complètement seuls sur la propriété. Le réseau de grottes où il vivait, où nous lui apportions de la nourriture et des provisions depuis 2 décennies. « Est-ce qu'ils t'ont vu les observer ?» ai-je demandé, sentant déjà cette angoisse familière s'installer dans mes os, un poids froid qui était notre compagnon constant depuis 20 ans. « Je ne pense pas, » a répondu Dorothy en secouant la tête. Je suis resté tout le temps à distance,
à la lisière des arbres. J'ai utilisé les jumelles depuis la crête. Mais Rosalie, s'ils mènent une sorte d'étude officielle là-haut, s'ils prévoient un projet de développement, une exploitation forestière ou une extraction minière, ou je ne sais quoi que les agences gouvernementales planifient de nos jours, ils pourraient tomber pile sur lui. Nous comprenions toutes les deux exactement ce que cela signifierait sans avoir besoin de le dire à voix haute. 20 ans de secrets soigneusement préservés seraient anéantis. Pas seulement notre secret, mais sa sécurité, sa vie, tout ce pourquoi nous nous étions sacrifiés et avions travaillé si dur depuis notre jeunesse. Il faut que je le prévienne ce soir, ai-je dit, enlevant déjà mes gants de travail graisseux et les jetant sur l'établi à côté de la radio. Ce soir, après la tombée de la nuit, quand il n'y aura aucune chance que quelqu'un me voie sur le sentier. Dorothy a hoché la tête d'un air sombre, la mâchoire serrée dans cette ligne obstinée que je connaissais si bien pour avoir travaillé toute ma vie à ses côtés. Je surveillerai ces géomètres demain matin pour voir si je peux comprendre ce qu'ils fabriquent exactement et combien de temps ils comptent rester. Mais Rosalie, il est peut-être temps qu'on commence à envisager d'autres options pour lui. On ne pourra pas le protéger éternellement si le gouvernement fédéral se mêle de ce qui se passe là-haut. Je ne lui ai pas répondu parce que je n'avais pas de réponse à lui donner. Comment diable déplace-t-on une créature de plus de 2,20 mètres qui vit dans le même réseau de grottes depuis au moins 20 ans? Où pourrait-il bien aller? Quel autre endroit pourrait lui offrir la même combinaison d'isolement, de protection et la confiance de personnes prêtes à garder son existence secrète? Tandis que je nettoyais l'huile de transmission de mes mains au vieil évier dans le coin du hangar, mon esprit a remonté le temps, jusqu'au jour où tout a commencé. Jusqu'à novembre 1963, lorsque Dorothy et moi avons rencontré pour la première fois l'être que nous finirions par appeler Silas. Novembre 1963 semble appartenir à une autre vie aujourd'hui, bien que certains moments de ce mois restent aussi vifs dans ma mémoire que s'ils s'étaient produits hier matin. J'avais 24 ans à l'époque, le visage frais, encore en train d'apprendre comment le monde tournait vraiment. Dorothy en avait 28 et nous venions d'hériter du ranch de notre père, décédé subitement d'une attaque cet automne-là, alors qu'il surveillait les moutons dans le pâturage supérieur. Nous l'avions trouvé étendu paisiblement dans les hautes herbes, avec les montagnes s'élevant derrière lui, presque comme s'il avait simplement décidé de faire une sieste et ne s'était jamais réveillé. Le médecin a dit qu'il n'avait probablement rien senti, ce qui fut un maigre réconfort durant les jours sombres qui suivirent. Nous étions encore en train d'apprendre chaque recoin et chaque particularité de la propriété, découvrant encore tous les endroits cachés et les limites que notre père avait connues par cœur, mais n'avait jamais eu le temps de nous montrer avant de partir. Lorsque la première grande tempête hivernale de la saison s'est abattue en hurlant depuis le nord, elle nous a prises presque complètement au dépourvu. C'était une tempête brutale, l'une des pires dont les anciens de la vallée disaient de se souvenir. 1 mètre de neige lourde et humide est tombé en un peu plus de 2 jours, accompagné de vents qui ont abattu des arbres et sectionné des lignes électriques dans tout le comté, et de températures qui sont descendues bien en dessous de 0 la nuit. Nous avons perdu l'électricité le 2e jour de la tempête, et au 3e matin, nous commencions à manquer dangereusement du bois de chauffage que nous avions empilé près de la maison. Dorothy et moi, nous sommes emmitouflés dans toutes les couches de vêtements que nous possédions et nous nous sommes aventurés jusqu'au bûcher, qui se trouvait à une centaine de mètres de la ferme principale, pour rapporter assez de bûches fendues pour ne pas geler. C'est là que nous l'avons entendu, un son qui n'avait rien à faire dans le chaos hurlant de la tempête, des pleurs ou quelque chose qui y ressemblait fort. Pas tout à fait animal, pas tout à fait humain non plus, mais sans aucun doute un son de détresse et de souffrance. Il venait de la direction du vieux hangar à matériel, une structure que notre grand-père avait construite dans les années 1920 et que nous n'utilisions plus que rarement. La plupart des machines agricoles anciennes à l'intérieur étant rouillées et inutilisables depuis des décennies.
Dorothy et moi avons échangé des regards perplexes à travers la neige tourbillonnante, notre souffle formant d'épais nuages dans l'air glacial. Probablement un cerf blessé qui s'est perdu dans la tempête, a-t-elle dit d'une voix forte pour couvrir le vent, bien que son ton suggère qu'elle n'était pas entièrement convaincue par sa propre explication. Nous avons peiné à travers les profondes congères en direction du vieux hangar, et c'est là que nous avons repéré les traces. Des empreintes massives d'au moins 17 ou 18 pouces de long, profondément enfoncées dans la neige et menant de la lisière de la forêt directement à la porte du hangar, qui était légèrement entr'ouverte malgré le vent qui tentait de la refermer. Ce n'est certainement pas un cerf, ai-je dit, énonçant une évidence parce que mon esprit n'arrivait pas à traiter ce que je voyais réellement. Dorothy, qui a toujours été la plus courageuse de nous deux, même quand nous étions enfants, s'est avancée et a poussé plus grand la lourde porte en bois sur ses gonds rouillés. Les pleurs ont cessé immédiatement, coupés aussi nettement que si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Dans la faible lumière grise filtrant à travers les fenêtres couvertes de neige, nous l'avons vu clairement. Il était accroupi dans le coin le plus éloigné du hangar, se pressant contre le vieux mur de fondation en pierre, essayant désespérément de se faire plus petit, une tâche impossible compte tenu de sa taille énorme. Il était couvert de la tête aux pieds d'une épaisse fourrure brun-gris, emmêlée et parsemée de cristaux de glace. Ses épaules étaient incroyablement larges, ses bras plus longs que la normale. Ses mains immenses, avec des doigts épais, terminés par des ongles sombres comme ceux d'un animal. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était ses yeux, sombres comme des lacs de montagne, manifestement intelligents et remplis d'une peur indubitable. Il tremblait si violemment que ses dents claquaient et j'ai réalisé avec un choc soudain que malgré sa taille massive et son épaisse fourrure, il souffrait gravement de l'exposition au froid, peut-être d'hypothermie. Peut-être était-il en train de mourir, là, devant nous. « Bonté divine !» a soufflé Dorothy à côté de moi, sa voix à peine plus qu'un murmure. La créature a émis un grondement sourd, défensif et menaçant, nous disant clairement de rester à distance. Mais il y avait une profonde faiblesse dans cet avertissement, de l'épuisement. Il avait de toute évidence voyagé à travers le pire de la tempête pendant des heures, voire des jours, et avait finalement trouvé refuge dans la seule structure qu'il pouvait trouver, offrant une protection contre le froid mortel. « Oui, doucement », ai-je dit à voix basse, utilisant le même ton que j'avais appris pour calmer les chevaux effrayés et les moutons paniqués. « On ne va pas te faire de mal. Je te promets qu'on ne te fera pas de mal. » Dorothy fixait la créature avec une expression qui mêlait l'étonnement à une véritable inquiétude pour son bien-être. « Rosalie, il est en train de mourir de froid sous nos yeux. Regarde comme il tremble. Il tient à peine debout. » C'était vrai. Malgré sa taille phénoménale et l'épaisse fourrure qui recouvrait son corps, il était clairement en grande difficulté. Son corps était en train de lâcher. « Il faut le réchauffer d'une manière ou d'une autre », ai-je dit avec urgence. « Faire un feu ici, lui apporter des couvertures, lui faire boire un liquide chaud s'il l'accepte. »« On ne peut absolument pas l'amener à la maison », a dit Dorothy, son sens pratique reprenant le dessus même dans cette situation impossible. Même si on voulait essayer, il est beaucoup trop grand pour passer les portes et s'il panique et essaie de s'enfuir, la créature émit un autre son grave, bien plus faible cette fois, coupant court à ce que Dorothy s'apprêtait à dire. Ses yeux sombres se fermèrent brièvement et je l'ai vu vaciller, manquant de s'effondrer contre le mur. Il ne survivra pas à la nuit si on ne fait pas quelque chose tout de suite, ai-je dit avec une urgence désespérée. Dorothy, s'il te plaît, il faut l'aider. Ma sœur a regardé la créature qui grelottait dans le équane, puis moi avec mes yeux suppliants, puis de nouveau la créature. Elle pesait des choix impossibles, je le savais, mais je connaissais aussi son cœur. Finalement, elle a hoché la tête une fois, d'un air décidé. « D'accord,
Je vais chercher le chauffage au kérosène du hangar et ces vieilles couvertures pour chevaux qu'on garde dans la sellerie. Toi, reste ici avec lui. Assure-toi qu'il ne s'effondre pas complètement ou qu'il n'essaie pas de s'enfuir dans la tempête avant que je revienne. Dorothy a disparu dans le chaos blanc du blizzard, me laissant seul dans ce hangar sombre avec une créature qui ne devrait exister que dans les histoires racontées au coin du feu. Je suis resté à distance, le regardant lutter visiblement pour rester conscient. Sa respiration était devenue laborieuse, ses tremblements constants entrecoupés de pauses plus longues qui m'inquiétaient encore plus que les secousses. « On arrive », lui ai-je dit, ne sachant pas s'il pouvait comprendre un seul mot, mais espérant que mon ton communiquerait ce que mes paroles ne pouvaient peut-être pas. « Ma sœur est partie chercher de quoi te réchauffer. Tiens bon encore un peu, s'il te plaît, tiens bon. » Ses yeux se sont ouverts et se sont fixés sur mon visage avec une clarté surprenante. Pendant un long moment qui a semblé s'étirer à l'infini, nous nous sommes simplement regardés à travers cet espace sombre et glacial. Dans ce moment de connexion silencieuse, j'ai vu quelque chose qui a tout changé, de la reconnaissance. Pas de moi spécifiquement, mais la reconnaissance du fait que j'essayais de l'aider, que je ne lui voulais aucun mal. Il a émis un son doux, presque tendre, et il a hoché la tête. Un véritable hochement de tête, un geste humain de reconnaissance qui a confirmé au-delà de tout doute qu'il y avait un esprit intelligent derrière ses yeux sombres. Il comprenait. Dorothy est revenue plus vite que prévu, chargée du chauffage au kérosène, d'une brassée d'épaisses couvertures de cheval en laine, d'un grand thermos de soupe de bœuf chaude et d'un ballot de bois de chauffage supplémentaire. En travaillant ensemble, nous avons réussi à allumer le vieux poêle à bois ventru dans le coin du hangar, puis nous avons positionné le chauffage au kérosène. La créature observait chacun de nos mouvements, mais ne fit aucune tentative pour fuir. « J'ai apporté de la soupe », a dit Dorothy d'un ton hésitant. Je me suis approché de lui lentement, en lui tendant la tasse du thermos remplie de bouillon de bœuf fumant. Les larges narines de la créature se sont dilatées lorsqu'il a senti l'odeur. Puis, avec une délicatesse surprenante, il a tendu la main et m'a pris la tasse. Il en a bu tout le contenu d'une seule longue gorgée, et j'ai vu une partie de la tension désespérée quitter ses épaules massives. J'ai rempli la tasse 2 fois de plus, et il a vidé chacune d'elles. Nous sommes restés dans ce hangar pendant plus de 3 heures alors que la tempête faisait rage, alimentant les feux, apportant plus de soupe, empilant couverture après couverture sur son énorme corps. En fin d'après-midi, il n'était clairement plus en danger immédiat. Au moment où nous nous apprêtions à partir, la créature a émis un son qui nous a arrêtés. Nous nous sommes retournés et l'avons trouvé assis plus droit. Il a touché sa poitrine avec une main massive et a produit un son qui était clairement délibéré. Siglus. Dorothy et moi nous sommes regardés, complètement sous le choc. Il était en train de nous dire son nom. Silas, ai-je répété avec soin, en touchant ma propre poitrine. Rosalie, puis en désignant ma sœur. Dorothy. Le visage de la créature montra quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme de la gratitude d'être reconnu en tant qu'individu. « On reviendra demain matin, Silas », a dit Dorothy, sa voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des mois. « Repose-toi maintenant. » Debout dans le hangar à matériel 2 décennies plus tard, ce souvenir restait aussi vif que s'il s'était produit la veille. Cette première rencontre avait établi le modèle pour tout ce qui a suivi. La confiance s'est construite progressivement, la communication s'est développée avec de la patience. Mais maintenant, avec des géomètres du gouvernement sur notre propriété, je me demandais si le sanctuaire que nous avions fourni était sur le point de devenir un piège. Et je n'avais aucune idée qu'en seulement 3 jours, nous découvririons pourquoi Silas s'était réellement caché dans notre ranch pendant 20 ans. La vérité s'avérerait bien plus terrifiante que tout ce que nous avions imaginé. Cette nuit-là, j'ai attendu bien après minuit avant d'entreprendre la randonnée familière vers le réseau de grottes où Silas avait élu domicile.
Je portais ma grosse lampe de poche Maglite, un sac à dos rempli de provisions et le vieux fusil Remington de notre grand-mère, non pas pour Silas, mais pour les ours noirs et les pumas occasionnels. La nuit d'octobre m'enveloppait, froide et claire. J'avais parcouru ce sentier sinueux des centaines de fois. Je connaissais chaque repère aussi bien que les pièces de ma propre maison. L'entrée du réseau de grottes était cachée derrière une formation rocheuse naturelle recouverte de mousse et de lauriers des montagnes. On pouvait passer juste à côté sans jamais soupçonner sa présence. J'ai fait 3 appels avec ma lampe en direction de l'obscurité de l'entrée de la grotte, notre signal convenu. En quelques instants, j'ai entendu des pas lourds s'approcher, puis Silas a émergé de l'obscurité dans le clair de lune. Même après 20 ans, son apparence avait toujours le pouvoir de me couper le souffle. Il avait vieilli comme nous tous. Il y avait plus de gris dans sa fourrure, mais du haut de ses 2,35 m, il restait une présence absolument imposante. « Sai !» ai-je dit doucement, utilisant le diminutif que nous avions adopté. « On a un très sérieux problème. » Il a incliné sa tête massive, un geste que j'avais appris à reconnaître comme une attention concentrée. Au fil des ans, nous avions développé un système de communication qui fonctionnait étonnamment bien. Silas comprenait bien plus d'anglais qu'il ne pouvait en parler, et il nous avait appris certaines de ses propres vocalisations et gestes. J'ai sorti un petit carnet et j'ai commencé à dessiner des bonshommes allumettes représentant des hommes avec du matériel, des véhicules et la zone où Dorothy les avait repérés. Silas a observé mes dessins rudimentaires avec attention et j'ai vu sa posture changer immédiatement à mesure que la compréhension se faisait jour. Ses larges épaules se sont tendues, ses mains se sont refermées en poings massifs. Mais ce n'était pas de la peur que je voyais dans son expression. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance, de l'effroi, le retour d'un vieux cauchemar. « Sai, est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet ?» ai-je demandé avec urgence. « Sur la raison pour laquelle ces gens sont ici. » Il a émis un son, grave et pressant, et m'a fait signe de le suivre plus profondément dans la grotte. C'était très inhabituel. En 20 ans, il nous avait rarement invités au-delà de la première chambre. Je l'ai suivi à travers un passage naturel étroit qui s'ouvrait sur une chambre plus grande que je n'avais jamais vue auparavant. Le faisceau de ma lampe de poche a balayé l'esparoie rugueuse et je me suis figé, le souffle coupé. Les murs étaient couverts de marques, des symboles et des dessins délibérés, faits avec intention. Certains semblaient anciens, profondément gravés dans la pierre. D'autres étaient plus récents, probablement faits par Silas lui-même. Ils montraient des silhouettes, beaucoup disposées dans ce qui semblait être des scènes ou des récits. Certaines des silhouettes représentaient clairement des créatures comme Silas. D'autres étaient de toute évidence humaines. Mais ce qui me glaça le sang, c'étaient les autres dessins. Des silhouettes semblables à Silas dans leur forme, mais différentes d'une manière qui me dérangeait à un niveau primal, à la posture plus agressive, tenant ce qui semblait être des armes. Et dans plusieurs dessins, ces silhouettes agressives étaient montrées en train d'attaquer, de chasser et de détruire d'autres silhouettes qui ressemblaient à Silas. « Bonté divine, Sig !» ai-je soufflé. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Il a pointé les silhouettes agressives avec un doigt massif, puis a émis une série de vocalisations gutturales et dures que je n'avais jamais entendues auparavant, remplies de ce qui ressemblait à de la peur et à une haine amère. Puis il s'est montré du doigt, puis a désigné l'entrée de la grotte derrière nous, et a fait un geste que nous avions établi des années auparavant qui signifiait se cacher ou chercher la sécurité. « Tu te cachais d'eux, ai-je dit lentement, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Pas des humains. Tu te cachais d'autres comme toi. C'est pour ça que tu es venu ici en 1963. Tu les fuyais. » Silas a hoché la tête avec emphase. Puis il a fait quelque chose qui m'a choqué plus que tout.
Il a montré du doigt les dessins les plus récents, des illustrations grossières mais claires, montrant des hommes avec du matériel et des véhicules. Et à côté d'eux, il avait dessiné ces silhouettes agressives, les dangereuses, travaillant ensemble en coopération évidente. « Attends, ai-je dit, mon esprit s'emballant. Tu es en train de dire que ces géomètres là-dehors, ces agents du gouvernement, ils travaillent avec ces autres créatures, avec les agressives dont tu te caches ?» Un autre hochement de tête emphatique. Il s'est déplacé vers une autre section du mur où il avait dessiné une carte approximative de la région. J'ai reconnu la géographie générale. Sur toute la carte, il y avait des marques, des symboles qui auraient pu indiquer des territoires. La plupart étaient barrés de grandes croix. Seuls quelques-uns restaient non marqués, et j'ai réalisé avec une horreur croissante que l'un de ces emplacements restants correspondait presque exactement à l'endroit où se trouvait notre ranch. « Il te cherche, ai-je dit, la compréhension m'inondant comme de l'eau froide. Il te cherche toi spécifiquement, et il te cherche depuis très longtemps. » Mais Silas a touché doucement le mur, passant sa main massive sur certaines des anciennes gravures. Il a émis un son indubitablement plaintif, puis a montré plusieurs silhouettes regroupées dans l'une des plus anciennes gravures, et a fait un geste de balayage sur sa gorge. La mort, sa famille. J'ai compris alors que les créatures agressives avaient tué sa famille, probablement des décennies auparavant. Il fuyait et se cachait depuis, jusqu'à ce que cette tempête d'hiver, en 1963, le conduise à moitié mort sur notre propriété. Nous pensions le protéger de la découverte par les humains. Nous n'avions aucune idée qu'il se cachait en réalité de quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose de son propre monde. « Combien sont-ils » ai-je demandé. Il a levé les deux mains plusieurs fois, indiquant un nombre trop grand pour être facilement compté. Pas seulement quelques individus isolés, un groupe substantiel et organisé. Et ils travaillent avec des humains, ai-je continué, essayant toujours de comprendre. Il s'est déplacé vers une autre section de dessin, ceux-ci montrant des échanges entre les silhouettes agressives et des silhouettes humaines. Ils échangent des informations, ai-je dit, alors que les pièces se mettaient en place. Les agressifs aident les humains à trouver des créatures comme toi. Et en retour, ma voix s'est éteinte, ne voulant pas imaginer ce que les humains pouvaient offrir. Silas a émis un son de confirmation, puis a pointé avec insistance vers l'entrée de la grotte, vers l'endroit où les géomètres avaient travaillé. Il a tracé une ligne dans la poussière sur le sol, puis a fait un geste indiquant le temps qui passe. Des jours, peut-être. Une semaine tout au plus. Quoi qu'il arrive, ça arrivait bientôt. Il faut que je montre tout ça à Dorothy, ai-je dit, sortant mon carnet et dessinant frénétiquement. Nous devons comprendre exactement à quoi nous avons affaire. Alors que je terminais mes croquis, Silas m'a raccompagné à l'entrée de la grotte. Avant que je ne sorte dans le clair de lune, il a posé sa main massive doucement sur mon épaule, un geste de confiance et de gratitude qui ne manquait jamais de m'émouvoir profondément. « On va trouver une solution », lui ai-je promis à nouveau. « Reste caché, sois prudent, attends notre signal. » Il a hoché lentement la tête, ses yeux sombres remplis d'émotions que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer, puis a disparu de nouveau dans l'obscurité. Le chemin du retour m'a semblé beaucoup plus long, mon esprit en ébullition. Quand j'ai finalement atteint la ferme, j'ai trouvé Dorothy, qui attendait dans la cuisine avec une cafetière fraîche et une expression qui me disait qu'elle avait aussi des nouvelles. « Rosalie, nos problèmes sont plus graves qu'on ne le pensait », a-t-elle dit avant que je puisse parler. « Pendant que tu étais là-bas, j'ai capté quelque chose sur le scanner radio, des fréquences militaires. J'ai attrapé quelques mots avant qu'ils ne changent de canal. » Elle m'a regardé avec de la peur dans les yeux. « Confinement du spécimen, ont-ils dit, et usage de la force létale autorisée. » Je me suis assise lourdement à la table de la cuisine. C'est pire que ce qu'on imaginait, Dot, bien pire. Silas ne se cache pas des humains, il se cache d'autres comme lui.
des agressifs qui chassent des siens depuis des générations. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont formé une alliance avec des éléments du gouvernement. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à lui montrer les croquis. C'est quelque chose qui a commencé bien avant notre naissance, ai-je dit d'un air sombre, et quelque chose qui est sur le point de connaître son dénouement ici même, sur notre propriété. Dehors, le vent d'octobre faisait vibrer les vitres des vieux cadres en bois, et quelque part dans l'obscurité, se déplaçant à travers la forêt vers notre ranch, je savais que les chasseurs se rapprochaient d'heure en heure. Il nous restait peut-être des jours ou seulement quelques heures avant que 20 ans de sanctuaire ne s'effondrent brutalement.